Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été, la série estivale que je fais pendant tout le mois d'août sur mon podcast Après minuit. Si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir. Ici c'est une grande communauté de femmes avec un petit peu de mecs parfois qui ont décidé d'avoir des conversations sincères, sans filtre, unapologetic as fuck, parce que c'est vraiment ça que je défends ici sur le podcast, et surtout l'idée en fait avec Après minuit et cette DA éditoriale, c'est d'ouvrir en fait des espaces d'échange, de témoignages, de conversations qui soient vraiment le reflet des conversations qu'on a entre copines après minuit quand on rentre à la maison, qu'on se démaquille et que la vraie soirée pyjama commence, là où on se dit les vraies choses sans filtre, sans peur d'être jugé, etc. Et donc voilà. Donc je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Jade et aujourd'hui on va parler d'un sujet pour le coup très intime, qui est pile poil dans ce que je viens de vous dire sur ce qu'est Après minuit et pourquoi j'ai créé ce podcast. Et on va simplement en fait parler des épreuves qui ont vraiment changé ma vie. Je vous l'ai dit il y a quelques jours dans un épisode précédent, mais j'ai eu une conversation très récente avec ma bestie Lamia qui habite à Los Angeles, et elle m'a en fait envoyé une note vocale en me disant moi qui te connais de l'intérieur et qui suis vraiment au plus proche de toi, j'ai vu une différence radicale dans ta manière de porter tes projets, de parler sur ton podcast, de créer du contenu, mais même de vivre dans la vie privée intime. Et elle me dit, je t'ai jamais vue aussi libre et aussi unapologetic, justement. Et je vous en ai parlé du coup il y a quelques jours, et je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin et de vous dire vraiment comment j'ai fait. Qu'est-ce qui a vraiment, vraiment changé la donne pour moi, et qu'est-ce qui m'a permis de passer de la personne, de la jeune femme qui était la plus people pleaser du monde, qui se laissait faire, qui se laissait marcher sur les pieds, qui subissait énormément de choses, qui subissait sa vie, à cette femme aujourd'hui effectivement que je suis, et je me ressens, et visiblement mes proches le voient et me font ce renvoi d'image, libre, audacieuse et courageuse d'une certaine façon. Et je voudrais vraiment vous dire que c'était pas inné, que c'était pas gagné, et qu'il y a des raisons en fait. Il y a eu des épreuves, il y a eu un cheminement, et je me suis dit que j'allais vraiment, très sincèrement et avec beaucoup de vulnérabilité, vous partager ce qui a été ce parcours, et je l'espère à la fin de l'épisode que vous puissiez repartir aussi avec des pistes pour vous-même dans votre propre vie, dans votre propre cheminement, pour pouvoir vous libérer et vraiment en fait transformer ce qui est déjà en vous en une force tangible, tu vois, un truc tangible qui va vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Installe-toi confortablement, prends-toi un petit thé, une petite boisson, et let's go. Je vais te raconter tout ça. Je crois que la première brique, déjà, si je retourne un petit peu en arrière, c'est l'enfance. Et pour vous remettre un petit peu de contexte, je pense que le terreau en fait de ce qui m'a permis ensuite de vraiment, vraiment, vraiment me libérer, c'est justement mon adolescence et mon enfance, où on va dire entre l'âge de 12 ans et l'âge de 18 ans, j'ai vécu vraiment dans une très grande solitude. Autant j'ai eu une petite enfance excessivement joyeuse, vraiment, vraiment, vraiment joyeuse. J'ai plein de très, 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 très jolis souvenirs. Je suis née, j'ai grandi en Martinique, notamment dans un tout petit village au nord de l'île. Et j'ai vraiment eu dans ma petite enfance un cocon familial, affectif, amical, etc., qui a été super, super précieux, super enveloppant. Et donc, mine de rien, même si tout n'a pas été parfait et qu'il s'est quand même passé des choses, mais voilà. À partir de l'âge de, on va dire 10-12 ans, les choses ont commencé à se gâter un petit peu. Et j'ai été déjà énormément déracinée. Donc j'ai vécu peut-être entre mes 10 et mes 18 ans, j'ai vécu en tout peut-être une quinzaine de déménagements. J'ai été dans une dizaine d'établissements scolaires différents. J'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu le racisme quand je suis arrivée ici. J'ai connu beaucoup de rejets. À partir de l'âge de 12 ans, j'habitais plus avec mes parents, donc j'avais un adulte quand même qui me supervisait, mais qui était ni mon père ni ma mère. Donc il y a eu en fait déjà, je pense, un premier gros épisode qui a laissé des traces. Mais ce qui est intéressant, c'est que
ces traces-là, elles n'ont pas été positives avant beaucoup plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que justement le fait d'avoir été déraciné, ballotté dans plein d'environnements différents, d'avoir été beaucoup rejeté, ça a plutôt, de mes 18 ans à mes 25 ans, on va dire, ça a plutôt créé quelque chose qui était l'inverse de la liberté, qui était la suradaptation, le people pleasing pro max, et vraiment le fait de toujours m'adapter aux autres, me faire la plus petite possible, ne jamais créer de problème, être la première de la classe, ne jamais me faire remarquer. Vraiment essayer au maximum d'être autonome, me débrouiller, ne jamais demander d'aide. Donc vraiment être la fille forte, la fille parfaite, impeccable, etc. Évidemment, vous en doutez bien que ça marche pas des masses, c'est-à-dire que la fille forte, je l'ai beaucoup été, mais je pense que c'était pas une force qui était d'une solidité intérieure hyper, voilà, mais c'est plutôt un masque de fille forte, un masque de fille qui a jamais besoin de rien, un masque de fille qui flanche jamais, un masque de fille qui pleure jamais. Et mes amis les plus proches, mes amis d'enfance peuvent en témoigner. Je pense que vraiment, mes amis les plus proches qui venaient chez moi et tout, de mes 10 ans à mes 25 ans, ne m'ont jamais vu pleurer, ne m'ont jamais vu demander d'aide, ne m'ont jamais vu flancher, ne m'ont jamais vu dire que j'étais triste, désespérée, rien. Alors qu'intérieurement, vous vous en doutez, c'était tout l'inverse. C'était un champ de mine, le truc, tu vois. Et pareil pour la fille parfaite, c'est-à-dire que j'ai tellement voulu être parfaite que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, donc je faisais beaucoup de boulimie, après je m'arrêtais de manger, enfin bon bref, c'était catastrophique, donc j'ai fait beaucoup de poids yo-yo pendant mon adolescence, après j'ai pris énormément de poids, donc je me détestais et j'ai développé un désamour vis-à-vis de moi qui était extrême, surtout que j'ai grandi dans une famille quand même vraiment pas bienveillante par rapport à ça. Fallait vraiment être mince, gracieuse, belle, impeccable tout le temps. Donc voilà, forcément j'ai pas été hyper on va dire comprise ou rassurée ou même consolée, tu vois, par rapport à ça. Donc ça, j'ai vraiment dû aussi me démerder et trouver des solutions plus tard pour développer un rapport à mon corps qui était plus sain, plus harmonieux, plus gentil, tout simplement. Et donc en fait, ce qui est intéressant a posteriori, parce que bon, pour rappel, aujourd'hui j'ai 33 ans et là on parle de sujets qui sont vraiment derrière moi, hein. Donc voilà, c'est juste pour vous faire une petite rétrospective, mais tout ce terreau-là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai conscience que ça a participé à mon émancipation at some point, mais à court et moyen terme, ça a créé l'inverse. C'est-à-dire ça a créé je vous dis, le truc du people pleaser à fond, de la suradaptation, de me faire la plus petite possible, de jamais pouvoir exprimer mes désirs, mais à tout niveau, hein, c'est à tout niveau. Vie pro, vie perso, vie amoureuse, vie intime aussi, tu penses bien. Donc même, tu vois, le plaisir à cet endroit-là, je l'ai connu beaucoup plus tard dans ma vie, parce que forcément, quand tu es câblé comme ça, tu attires aussi, en l'occurrence, des hommes, toutes premières relations amoureuses, enfin une ou deux premières relations amoureuses, où le rapport à toi, c'est un rapport où on prend plutôt qu'on donne, parce que tu entretiens ça aussi, évidemment. Après, on parle d'une période de ma vie où j'étais quand même très jeune, tu vois, donc je suis aussi très bienveillante maintenant avec moi sur ce sujet-là, parce que quand t'as 16, 17, 18, 19, 20 ans, t'es pas en capacité de vraiment te battre pour toi, pour ton plaisir, pour ce qui est juste pour toi. Déjà, t'as même pas conscience de ce qui est juste pour toi. Moi, je connaissais même pas ni mon corps, ni mes limites, ni, tu vois. Et tu n'es pas éduqué non plus pour identifier ces limites. Parce qu'en fait, elles étaient là. Mon corps m'envoyait des signaux, mais je savais pas les décoder, je savais pas les décrypter. Donc, tu peux avoir aussi beaucoup de culpabilité qui s'installe vis-à-vis de toi-même par rapport à ça. Il y avait encore beaucoup de tabous. Faut pas oublier que la libération de la parole sur ces sujets-là, déjà, elle est timide, elle est récente dans la société, et c'est encore très difficile parce que ça stigmatise beaucoup les femmes. Anyway, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je ferai un sujet vraiment sur ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, à court et moyen terme, la conséquence que ça a eu, cette période-là, de mes 10-12 ans à mes 18 ans, ça a été plutôt, voilà, people pleasing et tout ça. Mais du coup, la première épreuve qui a vraiment
commencé à marquer un changement dans ma vie, c'est la dépression que j'ai vécue après avoir vendu ma boîte Holly. C'est un épisode dont j'ai déjà un petit peu parlé sur mes réseaux et j'ai déjà un petit peu raconté les coulisses. Mais donc quand j'ai eu 25 ans, j'ai monté une boîte dans le secteur de la beauté. Sachant que je suis entrepreneur depuis que j'ai 21 ans, donc j'ai monté plusieurs projets, etc. Mais donc là, c'était vraiment une boîte physique, j'avais un local commercial à Paris, j'avais des salariés, etc. Et en fait, c'était un projet qui était complètement désaligné avec qui j'étais. Mais j'en avais pas conscience parce qu'encore une fois, remettez ça dans le contexte, là on est dans une époque pré-Covid, on est dans une époque où le questionnement de fond sur ce qu'est l'épanouissement, les burn-out, les ci, les là, on est encore assez loin de tout ça, hein, c'est quand même assez récent. Et à ce moment-là, moi je suis surtout dans un rapport à moi et un rapport aux autres, un rapport à la réussite qui est, je dois cocher des cases, je dois faire ce qu'on attend de moi, je suis la première de la classe, je suis la super diplômée, je suis la super entrepreneur, donc je dois performer ce truc-là. Et donc, je monte ce projet entrepreneurial, assez vite, ça marche, il y a beaucoup de presse, etc., etc. Bref, long story short, après 3-4 mois, je me rends compte avec énormément de violence, parce qu'en fait, c'est une désillusion totale par rapport au storytelling que je me suis raconté de moi, etc., que non seulement cette boîte, elle n'est pas du tout alignée à ma zone de génie, non seulement elle n'est pas du tout alignée à la vie que j'ai envie de mener au fond de moi, non seulement elle n'est pas conforme à la manière dont j'ai envie de passer mes journées, en plus de ça, ça se passe très mal avec l'une de mes salariées qui en fait fait des choses très graves dans mon dos, etc., que je découvrirai plus tard. Et ça me met en danger financièrement. Parce que justement il y a eu cet épisode avec cette salariée, parce que il y a les gilets jaunes du coup à ce moment-là, donc en fait moi j'étais dans une zone très touristique, j'étais vers Trocadéro, donc je dois fermer peut-être 2 ou 3 mois après l'ouverture, je dois fermer tous les samedis quasiment, parce que c'est passé, vous savez, c'était l'époque où voilà, les gilets jaunes et ils se battaient pour leurs droits, leurs combats, etc., pour nos droits, bref. Mais bon, en tant que commerçant, moi j'ai perdu beaucoup de chiffres à ce moment-là, donc tout ça, plus le fait que même at some point, ça devenait même commercialement périlleux. Et en fait, ce projet-là, déjà, il m'a fait exploser en plein vol, dans le sens où, en fait, je pense que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à mes 25-26 ans, je vivais dans une bulle de récit de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je vivais, mais en étant dissociée de moi-même. Je vivais à l'extérieur de moi-même. Et c'est comme si cette épreuve-là, elle a fait péter la bulle de storytelling et de rapport à moi qui était complètement dissocié, et où d'un coup ça a reconnecté. Et descente. Et ça a été vraiment une dépression pendant, je dirais, avant de commencer à aller mieux, ça a peut-être duré vraiment 3 mois. Et 3 mois où t'as plus le goût de rien. Et ce qui était très traumatisant pour moi, c'est que je vous l'ai dit, à ce moment-là, j'ai déjà vécu la solitude, le rejet, le ci, le là, bref, tout ce que je vous ai raconté avant. Je suis déjà quelqu'un de très résilient. J'ai déjà vécu des traumatismes assez violents, desquels je me suis vraiment relevée. Donc en fait, j'ai une très grande confiance en moi à ce moment-là, sur ma capacité à taper au fond de la piscine et à remonter. J'ai une très grande confiance en moi à ce moment-là, sur ma capacité à me ressaisir, à me remotiver, à repartir en avant, etc. Et là, je n'y arrive plus. Et ça me tu vois, ça me fait paniquer. Enfin, surtout, ça me plonge en état dépressif, quoi. Et donc, ça dure 3-4 mois. Et c'est à ce moment-là que je commence pour la première fois ma thérapie. Donc je vais voir une psy, et donc je commence ma thérapie. Je me relève de cette dépression, alors sans médicaments, sans rien, vraiment juste par la thérapie, par la parole. Mais ça me fait du bien, et en fait très vite dans l'alliance thérapeutique en fait, que j'ai avec ma psy, c'est comme ça qu'on appelle ça, le lien entre le patient et le psychothérapeute. Dans cette alliance thérapeutique, je trouve vraiment un endroit où petit à petit je me reconstruis, où petit à petit je me ressaisis, petit à petit je reconnecte avec mes ressources, avec ma vérité surtout. Et puis avec mon corps, parce qu'en fait moi j'arrive en thérapie, c'est hilarant d'ailleurs, enfin c'est hilarant, pas vraiment, mais avec le recul, on en sourit maintenant avec ma psy.
Mais je suis arrivée dans son cabinet en disant, mais je comprends pas, j'ai une vie de rêve, tout va bien, j'ai un super job, j'ai un super mec, j'ai un super chien, tout est ouf dans ma vie, moi j'ai rien vécu de dur. Je comprends pas pourquoi je vais pas bien, pourquoi j'ai envie de rien, ce qui me rendait joyeuse avant, enfin, la dépression, quoi. Et en fait, on en reparle maintenant avec le recul, elle me dit, mais en fait, vous êtes arrivé dans mon cabinet, vous aviez aucune conscience de vous-même, aucune conscience de ce qu'avait été votre vie, aucune conscience de ce qu'avaient été vos blessures, et j'étais complètement dissociée. Pour ceux qui n'ont pas la référence psychologique, la dissociation, c'est l'un des 12 mécanismes de défense et de survie en psychologie. Il y a le déni, il y a le refoulement, il y en a plein d'autres. Je vous invite à creuser ce sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, j'étais complètement dissociée. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais déconnectée de mon corps. À tel point que moi, c'est une période de ma vie, pendant 15 ans, moi, mais même avant, de mes 7-8 ans à mes donc, je pense que j'ai recommencé à être associée du coup vers l'âge de 30 ans. Mais donc moi, j'ai passé 20 ans dissociée de mon corps, déconnectée de mon corps, à tel point que moi, je pouvais prendre des baguettes qui sortaient du four chaudes, je pouvais les prendre à pleine main, j'avais plus de sensations, je ne sentais plus mon corps, je n'arrivais pas à identifier les signaux envoyés par mon corps, j'étais complètement déconnectée de mon intuition, enfin, vraiment une dissociation terrible. Et donc même dans le récit que j'avais de ce qu'avait été mon enfance, ma vie, mon passé, etc., j'avais complètement mis de côté tous les éléments traumatiques, difficiles, etc. Donc évidemment, vous l'avez compris, c'est un mécanisme de survie parce que pour l'enfant que j'ai été, ce que j'ai vécu était beaucoup trop violent et beaucoup trop difficile. Donc ça a été la manière dont j'ai fait face en fait. Mais donc il a fallu reconnecter à tout ça. Donc déjà, je pense que le premier gros bloc qui a tout changé et où j'ai vraiment commencé à me dire « Oh, waouh, cette vie-là, personne ne va la vivre à ma place. Cette vie-là, c'est la mienne. Et maintenant, je sais le goût que ça a de vraiment être à côté de sa vie. » Et j'ai jamais eu aussi peur de ne pas m'en sortir de ma vie. Jamais eu aussi peur de ne plus jamais réussir à remonter à la surface. En fait, c'est quand tu vis ça, t'es prêt à tout pour ne plus jamais revivre ça. Un petit peu comme quand tu as connu de l'anxiété, où je pense notamment avec avec tellement d'empathie aux gens qui ont vécu des épisodes d'anxiété généralisée, t'es prêt à tout pour ne jamais replonger, pour ne jamais retomber là-dedans. Quand tu t'en es sorti, tu te dis « My God, plus jamais ». Et ça, vraiment, je pense que c'est soit tu l'as vécu et tu sais de quoi je parle, soit je pense qu'on ne pourra jamais vraiment toucher du doigt cette détresse-là, même si on est très empathique. À un moment donné, soit tu l'as vécu, soit tu sais pas. Un peu comme le fait de perdre un parent. Je pense qu'à un moment donné, soit tu sais pas. Soit tu l'as vécu, pas encore pour le coup, parce qu'on va tous passer par là, soit voilà. Et ben c'est un petit peu ça. Et donc je pense que ça a été la première grosse brique de « Oh my God, personne ne va vivre cette vie à ma place. » Et donc, putain, vas-y, je me reprends en main et cette vie, je vais en faire quelque chose qui me rend profondément heureuse, alignée, etc. Et donc ça a été mon déclic. La première grosse brique de ma vie qui a changé, c'est ma vie professionnelle. Puisque j'ai travaillé sur moi pendant longtemps, j'ai continué à faire des boîtes, j'ai revendu celle-ci, je me suis vraiment rapprochée de ma zone de génie, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis fait coacher, enfin bref, j'ai fait plein de choses, jusqu'à vraiment identifier mon why, retourner faire des études, HEC, devenir écrivaine, devenir coach, monter une nouvelle boîte. Et long story short, la vie que j'ai aujourd'hui et donc les 7 dernières années maintenant qui se sont écoulées. Donc finalement une aventure incroyable, mais le basculement s'est fait vraiment à ce moment-là. Et donc là, ça m'a vraiment déjà mise sur le chemin de ma vérité professionnelle, sur le chemin de mon why, sur le chemin de vraiment à quoi est-ce que j'ai envie de dédier cette vie qui m'est donnée de vivre, à quoi est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps, quel type de carrière est-ce que j'ai envie de construire, quel est mon why, quelle est ma zone de génie, quel est mon ikigai, etc. Ça a été le premier gros bloc. Mais je n'étais pas encore, après cet épisode-là, dans un niveau de I don't give a fuck about what people say about me avant la deuxième épreuve, qui est celle que je vais vous raconter maintenant. Et donc, c'était l'année de mes 30 ans, donc j'ai 33 ans, c'était il y a 3 ans. Quelqu'un très proche de moi est tombé malade et donc j'ai accompagné cette personne
pendant plusieurs semaines dans sa voie de guérison. Et donc ça c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement parce que ça ne m'appartient pas directement. Mais voilà, ça a été pendant 6 gros mois, voire un peu plus, vraiment la vie d'aidant, en fait, entre guillemets, hein, où tu passes beaucoup de temps dans les institutions médicales, à l'hôpital, en clinique, etc. Tu vis comme une vie parallèle, parce qu'en fait, il y a la vie professionnelle, il y a ta vie amoureuse, il y a ta vie publique, parce que moi je suis sur les réseaux et que je crée du contenu. Et puis il y a ça, dans l'intimité que tu vis. Et quand tu accompagnes quelqu'un que tu aimes profondément, et là on parle du premier cercle, dans ce chemin-là, là pour le coup, il y a un truc qui pète et qui se libère à jamais vis-à-vis du regard des autres. Vraiment à ce moment-là, tu te dis mais si j'ai vécu ça et que je me suis relevée de ça et que j'ai survécu à ça, rien ne pourra plus jamais me détruire, me fragiliser, oui, me déstabiliser, bien sûr, je reste un être humain, mais j'en ai vraiment plus rien à foutre de ce que Géraldine du 45 pense de moi sur Instagram. J'en ai vraiment rien à cirer. J'en ai rien à cirer des gens de Martinique qui étaient dans mon collège ou dans mon lycée ou que sais-je, qui s'envoient des reels de moi pour se foutre de ma gueule ou pour dire regarde-moi zèle, comment ci, comment là. J'en ai rien à foutre. Mais j'en ai vraiment plus rien à foutre. Parce qu'en fait, quand tu t'es relevé de l'enfer et que t'as vu quelqu'un que tu aimes dans la pire des positions, et que toi-même tu t'es relevé de la pire des positions, I don't give a shit about what Géraldine de Martinique ou du 45 pense de moi. I don't give a shit. Vraiment, mais vraiment. Et ça m'a libérée, mais pour toujours ça m'a libérée. Tu penses qu'en fait, la vie là, que je vis dans les moments les plus sombres, où en fait, au final, t'es seule, même si les gens t'aiment autour de toi, ils essayent d'être présents, mais au fond, t'es seule avec ton fardeau, t'es seule. Parce que c'est ça aussi le tragique de l'être humain, et c'est ça la vie. C'est que tu nais seule, tu vas mourir seule, et in between, oui, tu vas trouver des compagnons de route, mais face aux pires souffrances, ça va être toi et toi-même, toi et ton cœur, toi et tes angoisses. C'est toi et toi-même. Et une fois que t'as vécu ça, tu penses vraiment que je vais me laisser dicter ma vie, mes choix, mon bonheur, mes limites, mes contraintes par quelqu'un qui me juge après avoir vu une vidéo de moi de 15 secondes et qui n'a aucune idée de ce que j'ai traversé dans ma vie et qui n'a aucune idée de l'enfer duquel je reviens et qui n'a aucune idée de ce qu'il m'a fallu comme ressources, comme courage, comme résilience pour me relever. Ouh là 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 là, mais c'est mal me connaître. C'est vraiment, vraiment mal me connaître. Et en fait, ces épreuves-là, elles m'ont vraiment amenée à avoir vraiment une bonne opinion de moi-même. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je fais vraiment de mon mieux. Je sais que je suis en capacité de développer tellement de courage et tellement d'amour autour de moi que c'est pas toi, Francis, qui me juge et qui laisse un commentaire misogyne infâme sous mon reel, qui va me déstabiliser. mais MDR, tu penses que c'est ça qui va me déstabiliser? Tu penses que c'est ça qui va m'empêcher de faire ce dont je rêve? C'est ça qui va m'empêcher d'atteindre mes rêves, de réaliser mes ambitions, de concrétiser mes projets? Parce que tu penses que quand je suis là toute seule dans mon lit à 2h du mat et que je trouve pas le sommeil, c'est toi qui vas venir m'aider? C'est toi qui vas venir me consoler? C'est toi qui vas m'apporter des pistes de solutions? C'est toi qui paye mon loyer? Non. Donc vraiment, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de mon podcast, de mon physique, de mes choix, de ceci, de cela. Mais vraiment, et pas que les anonymes sur Instagram, hein. Même les gens, 2e, 3e cercle, les connaissances, les belles familles, les belles familles, les cousins, les cousines, j'en ai rien à secouer. Parce que t'étais pas là quand j'ai vécu ça.
T'étais pas là quand j'ai dû me relever de ça. Donc en fait, à moins que tu fasses partie de mon premier cercle et que t'étais là aux premières loges et que t'aies vu, j'en ai vraiment rien à faire. Et c'est un truc que je dis tout le temps, si je te connais pas personnellement, je le prends pas personnellement. Parce que ce que tu dis de moi, ce que tu penses de moi, ce que tu projettes sur moi à travers le petit écran qui est là, ne dit rien de moi, ne dit rien de qui je suis. Qui je suis, c'était la personne qui était à l'hôpital. Qui je suis, c'est la personne qui se lève tous les matins pour essayer de concrétiser ses ambitions. Qui je suis, c'est la personne qui s'est battue pour pouvoir trouver sa voie et monter une boîte qui soit vraiment épanouissante. Qui je suis, c'est celle qui choisit toujours le cœur, l'amour, la justesse plutôt qu'autre chose. C'est pas ce que tu peux penser de moi. Non, ça c'est pas qui je suis. Ça c'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est quand je fais mon examen de conscience avec Dieu. Qui je suis, c'est dans les moments de recueillement. C'est ça qui je suis. C'est pas ce que tu penses savoir de moi à travers ce que tu as compris avec un épisode de podcast ou une vidéo de 15 secondes. Ce qui est intéressant aussi avec le travail thérapeutique et le fait justement de se décentrer de soi et de prendre du recul, c'est que moi je m'assois avec ma mère en thérapie dans un bureau toutes les semaines. Je m'assois avec ma mère en thérapie dans un bureau toutes les semaines. Donc en fait, c'est pas toi qui va réussir à me faire douter, y compris même de ma capacité à me remettre en question ou à voir mes zones d'ombre ou à voir peut-être aussi parfois mes incohérences ou mes faiblesses, alors que volontairement, je paye 90 € par semaine pour m'asseoir avec ma merde en thérapie. Donc qu'est-ce que tu penses que tu vas venir me déstabiliser avec un commentaire ou ce que tu penses de moi, ou même une pensée que tu as formulée dans ta tête? Parce que c'est ça le pire. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je parle à la deuxième personne? Pourquoi je parle directement alors que peut-être toi tu penses pas du tout ça? C'est parce que tous les jours en consultation, j'ai des personnes en coaching qui me disent qu'elles ne font pas tel projet, qu'elles ne se lancent pas dans tel projet, dans tel truc, parce qu'elles ont peur que les gens les jugent. Donc tu as peur d'une pensée qu'un inconnu va formuler dans sa tête, que tu ne vas jamais entendre, alors que toi aussi tu reviens de l'enfer. Parce que je le sais, je les connais, mes clientes. Il y en a une, elle a perdu son père, l'autre, elle a perdu sa mère, l'autre, elle a vécu de l'anorexie, l'autre, elle s'est relevée d'une rupture qui l'a terrassée, qui l'a mise au sol, l'autre, elle a été trompée 10 fois, elle s'en remet à peine, l'autre, le père de ses enfants l'a quittée, l'autre. Et tu vas laisser ce qu'un pauvre type ou une pauvre fille pense dans sa tête se mettre en travers de ton chemin? C'est ça que tu es en train de me dire? Non. Non, moi je refuse. Je refuse. Je refuse. Je l'ai refusé pour moi et je refuse que ça arrive à d'autres femmes. Je refuse que, après avoir vécu tout ce que vous avez vécu, après avoir surmonté tout ce que vous avez surmonté, après avoir travaillé sur vous, et alors que vous continuez encore plus de le faire aujourd'hui, je refuse que vous laissiez les pensées et les jugements des gens médiocres qui ont un seul degré de lecture et qui projettent sur vous leur propre renoncement, leurs propres blessures et leurs propres frustrations se mettre en travers de votre accomplissement personnel. Non. Et je vais le répéter autant de fois qu'il le faut, mais non, je refuse. Tu peux pas laisser ça arriver. Tu peux pas laisser ça arriver. Et j'avais noté qu'il y avait donc 3 épreuves, je vous en ai partagé 2 pour l'instant, donc la dépression à mes 25 ans et puis cet épisode de maladie très proche de moi, mais évidemment qu'il y a une troisième chose qui m'a aussi définitivement libérée, et j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est le fait d'avoir rompu mes fiançailles avec quelqu'un que j'aimais, qui est, il est pas mort, qui est une personne formidable, qui est une bonne personne, qui est respectueuse, généreuse, bref, toutes les qualités que vous voulez lui attribuer, vous pouvez les lui attribuer. Mais j'ai accepté de faire un choix qui me brisait le cœur parce que ma vérité, à ce moment-là, était ailleurs. Quand tu développes la faculté de faire un choix qui te brise le cœur parce que ta vérité est ailleurs, aïe, 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 aïe. Après ça,
plus rien ne peut t'arriver. Pas parce que je suis une toute puissante, nanana. Non, je sais qu'il y a encore des épreuves dans ma vie qui vont me terrasser, peut-être même certaines qui me remettront en dépression. Sûrement même, sûrement. Mais je te garantis que quand tu as développé la faculté de prendre une décision qui te brise le cœur, qui brise tes projets, qui te fait peur, qui te met toutes tes peurs et toutes tes angoisses sur un plateau devant toi comme ça, je te garantis qu'il n'y a plus grand-chose qui va se mettre en travers de ta route. Et qu'une fois que tu peux faire ça, la confiance que tu as en toi, en tes ressources, en ton courage, elle est inébranlable. Et donc, maintenant, forcément, j'ai envie de réfléchir avec vous, ok, comment on fait ça? Et comment on développe ce niveau-là de confiance, de puissance, et d'une certaine manière aussi de leadership pour sa vie, de vision pour sa vie, si on n'a pas vécu ce genre d'épreuve? Ou si on n'a pas réussi à transformer ces épreuves-là en force? Le premier point, il commence par ça, justement. C'est de revenir un peu dans l'historique de ta vie, de t'asseoir avec toi-même dans ta merde et avec un petit journal, un petit carnet et un stylo, et revenir justement sur les 1, 2, 3 épreuves qui ont vraiment été structurantes, mais tu n'as même pas peut-être pris le temps d'identifier ce que ça t'avait demandé pour te relever de ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as fait parce que tu es une femme résiliente, tu es une femme courageuse, tu es une femme qui avance, donc tu t'es relevée, tant bien que mal. Mais tu n'as pas pris le temps de t'asseoir avec toi-même pour te regarder de l'extérieur, te mettre en position méta et te dire « mais attends, qu'est-ce qu'il m'a fallu de trésors, de ressources, de courage, de tout un tas de choses pour me relever de ça ?» Tu vas noter. Tu vas noter sur ton carnet les 1, 2, 3 épreuves, un peu comme moi, qui t'ont façonné, et tu vas mettre à côté ce que ça t'a demandé. Quelle qualité, quelles ressources, quelle version de toi t'as été à ce moment-là? Parce qu'en fait, parfois, on oublie qui on est. On oublie qui on est. Remember who the fuck you are. Souviens-toi. C'est juste que parfois, on oublie. Parce qu'on ne prend pas le temps dans la machine à laver de la vie de s'asseoir avec soi-même et de se souvenir de la badass qu'on a été pour se relever de certaines épreuves. Souviens-toi. Souviens-toi de la douleur de ton accouchement que tu as réussi à relever. Souviens-toi, ça n'a pas besoin d'être traumatisant, hein. Mais souviens-toi de la fois où tu as dit non. Non, ça c'est non, ça ne passe plus. Souviens-toi de la douleur de ton accouchement. Souviens-toi des fois où t'avais envie d'abandonner, d'envoyer tout le monde chier, t'avais envie de pleurer. Et où après avoir bien pleuré, tu t'es relevé, t'as recommencé, tu t'es relevé comme une reine et t'as continué à te battre. Souviens-toi de tous ces moments-là. Note-les sur un papier, prends ton journal, prends ton carnet. Souviens-toi. La deuxième piste pour moi de OK, comment, c'est justement de parler à tes proches et ou de t'inspirer de personnes qui ont vécu des choses. C'est-à-dire, n'attends pas d'avoir un proche malade, n'attends pas de vivre une dépression pour te rendre compte que c'est ta vie et que ce chemin-là, il t'attend. En fait, n'attends pas que le drame vienne sur toi pour pouvoir prendre des décisions et changer ta trajectoire de vie. Et je sais que c'est dur, mais si vous le faites vraiment consciemment et intentionnellement, vous allez vous rendre compte de ça. Et en philosophie, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a énormément de philosophes, notamment des philosophes de la Grèce antique, qui expliquent qu'il faut beaucoup penser à la mort. Pour bien vivre, il faut beaucoup penser à la mort. C'est très contre-intuitif, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tu te rappelles régulièrement que tu vas mourir à la fin et que la vie, elle est vraiment courte, tu vis mieux, bizarrement. Tu vis mieux. On pourrait penser qu'on vit beaucoup plus angoissé. Non, en fait, on vit mieux. Et bien, c'est un petit peu pareil. Écoute des récits de femmes qui ont eu des cancers. Écoute cet épisode de podcast. Envoie-le à une amie. Parle à tes amis. Demande-leur, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a forgé? Je pense qu'inconsciemment, là, je suis en train de parler avec vous. Quand mon amie Lamia m'appelle et qu'elle me dit, mais elle m'a vraiment laissé un message vocal, elle m'a dit, babe, je te vois là parler je vois tes derniers épisodes de podcast. En l'occurrence, c'était après le podcast Small Dick Energy. Elle me dit, mais putain, mais meuf, mais la toi d'il y a 1 an, elle aurait jamais osé faire des épisodes comme ça. Parce que justement, t'es tellement la meuf intellectuelle, intelligente, qui fait de la philo, nanana,
t'aurais jamais assumé. Elle me dit, mais là, quand j'écoute tes podcasts, j'ai l'impression d'être avec toi dans le lit. J'ai l'impression qu'en fait, entre la femme que t'es dans la vraie vie, où oui, on va parler philo, et puis 5 minutes après, on va envoyer une grosse blague, et puis 5 minutes après, on va avoir une grosse conversation sur le sexe, et puis 5 minutes après, on va... Elle me dit, t'es vraiment la même, je retrouve mon amie dans le podcast. Mais comment t'as réussi à faire ça? Et j'ai trouvé ça tellement... En fait, c'est vrai. Soyez vrai avec vos amis. Posez-leur les questions que vous avez envie de leur poser. Ouvrez les espaces de discussion sans filtre, sincère. Soyez comme ça. Et le fait qu'elle m'ait posé cette question, non seulement on a eu cette conversation toutes les deux, on s'est appelé le lendemain, on est resté 2 heures au téléphone et on a unpack tout en détail. Là, je vous fais un épisode de 40 minutes, on est resté 2 heures au téléphone pour détailler tout ça. Eh ben, faites-le avec vos amis. Et ou, si vous n'avez pas d'espaces amicaux qui permettent ça, identifiez des créateurs de contenu qui font le job, qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment unapologétiques. Écoutez des podcasts qui vraiment vous tirent vers le haut et vous permettent de toucher ça du doigt. Lisez des récits de femmes. Connectez-vous à ce qui est relatable pour vous et qui va vous inspirer, qui va vous tirer vers le haut. C'est votre job. Plutôt que de scroller, de regarder des merdes et de on a fait un prank à nos parents et le chien il fait des galipettes. Au lieu de regarder des merdes, regardez des choses qui vous connectent à ça. Ça aide aussi. Ça aide. Je vous jure. Je vous jure. Et moi je le vois parce que je touche du bois pour que ça arrive le plus tard possible, mais je n'ai pas encore perdu l'un de mes 2 parents. Mais le fait d'avoir eu des coachés, j'en ai eu beaucoup là récemment, qui ont perdu un ou 2 de leurs parents. Le fait de voir parfois sur Instagram des personnes qui partagent le deuil dans lequel elles sont plongées en ayant perdu l'un de leurs parents, etc. Je peux vous garantir que ça a changé mon rapport. Par exemple, maintenant j'ai une règle. Dès que mon père appelle, si je vois l'appel, je ne refuse jamais l'appel. Je ne refuse jamais l'appel. Je décroche à 100% des appels de mes parents. 2, j'appelle en FaceTime ou quoi, au moins une fois par semaine, mes parents. 3, je crée des moments intentionnellement qualitatifs qui créent des souvenirs avec mes parents. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous l'aviez vécu à l'époque. Mais il y a 4 ans, j'ai offert un voyage à New York avec mon père. On est partis 10 jours tous les deux. Ça a été exceptionnel, le plus beau voyage de sa vie. Il pleurait à la fin. On est partis en business et tout. Je lui avais fait la surprise. C'était exceptionnel. Et là, j'aimerais bien qu'on en refasse un l'année prochaine. Mais quand il vient à Paris, on fait des choses ensemble. Parfois, on fait rien, hein, mais c'est des moments vraiment intentionnels. On peut être là dans le canapé, on va lire ensemble. Collés dans le canapé. On va à la plage ensemble. L'autre fois, je vous ai partagé, je suis allée en Martinique pour le travail. J'avais une conférence, un séminaire justement leadership au féminin pour une boîte. Et tous les matins, j'allais prendre le petit bain de 7 à 8 avec mon père, quoi qu'il arrive, peu importe ma to-do. Et pendant ce moment-là, c'était pas sur mon téléphone. Et il avait cueilli une petite... Je vous avais partagé ça en story, c'était un moment très, très tendre. Il avait cueilli une petite feuille qui était en forme de cœur. Il m'avait dit « Tiens, c'est pour toi ma fifi » en revenant de sa balade. Pourtant, je ne les ai pas encore perdus. Mais j'ai vraiment pris conscience qu'ils vont partir. Et que ça va être ma tragédie, ça va être mon drame. Et bien maintenant, je chéris chaque petit moment, chaque petit instant. Parfois, je n'y arrive pas toujours. Parfois, je m'en veux. Parfois, je suis injuste. Parfois, je crie sur lui. Parfois, je me frustre. Parfois, ça m'énerve. Parfois, on fait les trucs où je pète des câbles. C'est genre, il a besoin de moi sur l'ordinateur. Il comprend pas. Ça m'énerve qu'il comprenne pas. Donc, je m'agace. Ça part en dispute. Et puis après, je suis là, putain, mais t'es vraiment bête. T'es vraiment bête. Donc, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. Et plein de moments, je suis nulle. Je m'agace trop vite. Je les brusque et tout ça. Et puis, je me dis, bon, bah, j'ai fait de mon mieux, bon, je ferai mieux demain, c'est pas grave, je vais essayer de moins m'agacer demain. Mais ça me rend ouf quand ils comprennent pas le truc d'ordinateur, ça me rend ouf. Mais tu vois ce que je veux dire ? N'attendez pas. N'attendez pas, et j'espère sincèrement que cet épisode participe à votre prise de conscience là-dessus. Arrêtez de vous encombrer par rapport à ce que des gens insignifiants, frustrés pensent de vous. On s'en fout, mais si vous savez comment on s'en fout, mais vraiment, vraiment. Enfin, j'ai encore vécu une épreuve, pour le coup professionnelle au mois de mars, un peu plus tôt dans l'année, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment affectée parce qu'elle est venue trigger des grosses blessures chez moi et gros sentiments d'injustice, etc. Et je me suis... Mais j'étais choquée, j'ai réagi. Quand j'ai raconté ça à ma sœur, je l'ai appelée le lendemain pour lui raconter, elle m'a dit « Quoi ? Pardon, toi t'as fait ça ?»
Genre j'ai vraiment réagi en mode... comment je peux vous raconter ça sans vous donner d'infos, mais en gros il s'est passé un truc et la situation faisait que c'était très délicat de réagir sur le moment. Frère, je rentre dans la pièce là, j'ai balancé le truc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Ah j'ai fait scandale, hein, tant pis. Mais la Jade d'il y a même encore 1 an, mais elle aurait été incapable de faire ça. Mais en fait maintenant, il n'y a personne qui va me marcher sur les pieds ici. Vous avez compris ou pas? Il y a personne qui va me faire subir une injustice, qui va me marcher sur les pieds, qui va mentir à mon propos sous mes yeux, qui va me prendre pour une conne. Il n'y a personne qui va faire ça. Je l'ai trop fait. En fait, il y a plus aucune situation inconfortable qui me fait peur. Oui, ce sera inconfortable, je vais m'en remettre. Frère, c'était inconfortable d'être à l'hôpital, c'était inconfortable d'être en dépression, c'est inconfortable toutes les semaines de m'asseoir avec ma mère chez ma psy, c'est inconfortable. Donc là, ce petit inconfort, par contre, qui me prouve à moi-même que je suis une femme audacieuse, courageuse, qui se bat pour ses valeurs et ses principes, tous les jours je le paye cet inconfort-là. Tous les jours je le paye. Parce que ce que ça crée, c'est le fait que je me respecte, que je sais qui je suis et que je ne laisse personne insulter et salir ce que je suis. C'est ça aussi l'estime de soi. C'est ça aussi parfois l'estime de soi. C'est partir au combat pour soi. C'est partir à la conquête de certaines choses. C'est dire non, ça ne passe plus en fait. Ça c'est non. Ça, c'est non. Vous allez perdre des gens en chemin, c'est une garantie. Vous allez parfois ternir votre réputation, parce qu'on va se dire, un zèle, machin, c'est pour qui, ceci, cela, surtout dans l'écosystème, c'est pour ça que je prends l'accent. Dans l'écosystème antillais, c'est que ça. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Parce que l'écosystème antillais, il n'était pas là quand il fallait vraiment être à ma place et vivre ma vie, et mener mes combats. Et au fond de moi, quand moi je fais mon examen de conscience, je sais qui je suis. Donc tu peux te dire, ah oui, mais elle se prend pour qui? Ah oui, mais elle est trop comme ci, ah oui, mais je sais qui je suis moi. Donc ce que je sais de qui je suis moi compte infiniment plus que ce que tu penses savoir à partir de quelque chose que tu aurais vu ou entendu. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aide, vous inspire, vous porte, vous donne la force, quoi qu'il en soit. Je suis hyper curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, donc l'espace commentaire est à vous. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode des soirées d'été. Bisous!